Récemment, je suis tombé dans les tréfonds d'internet sur une collection incroyable de centaines et de centaines de films de famille. Vous savez, ces vidéos d'anniversaire, de vacances à la plage, de dîners de Noël que vos oncles, vos parents, vos grands-parents ont accumulés au cours de leur vie depuis la démocratisation des premières caméras personnelles Super 8 au milieu des années 60. Celles que vous trouviez par hasard dans un grenier ou un garage, sans savoir trop comment les faire fonctionner avec le magnéto ou le lecteur DVD. Votre grand-père vous disait alors qu'il fallait un rétroprojecteur pour pouvoir le voir, mais que malheureusement ce dernier avait disparu au détour d'un déménagement ou d'un vide-grenier. Alors, on regarde ces boîtiers et ces bandes fines translucides à contre-jour pour pouvoir déchiffrer une partie de cet avant qu'on n'a jamais connu, de ce temps mythologique où nos parents avaient notre âge. Ils contiennent un mystère, une fenêtre vers un monde qui nous sera à jamais inaccessible. Je sais pas vraiment comment ces films se sont retrouvés là, tous consciencieusement numérisés à la merci du regard du monde entier. Mais il y a quelque chose de fascinant à regarder ces vidéos d'autres familles, à voir ces autres visages souriants, épanouis, heureux, à rentrer dans cette intimité comme on entrerait dans un temple abandonné, avec déférence et respect. Avec le sentiment d'être invité à être le témoin privilégié de ces temps perdus, complètement disparus, à pouvoir, nous aussi, confirmer que ces fêtes, ces vacances, se sont bel et bien passées. Et aussi trivial que ça puisse paraître, noyé dans tant de vidéos si semblables, dans tous les greniers, dans tous les smartphones de toutes les personnes du monde, c'était des moments importants pour nous. Pour être honnête, à la base, je voulais faire une vidéo autour de ces films pour questionner leur qualité cinématographique. Est-ce que des films amateurs, tournés pour quelques dizaines de spectateurs maximum, pouvaient vraiment être considérés comme du cinéma? En les regardant, j'avais vraiment l'impression de voir des films construits, réfléchis, avec une vraie volonté de créer. Est-ce que des films amateurs, tournés pour quelques dizaines de spectateurs maximum, avec a priori aucune ambition artistique, peuvent être considérés comme du cinéma? Mais plus je m'enfonçais dans ces décennies de souvenirs, et moins cette question me paraissait suffire. Ou plutôt elle en amenait une autre, bien plus vaste, bien plus forte, bien plus intéressante. Quel est le rapport du cinéma au temps qui passe? On va voir ça ensemble. Bienvenue dans cette saison 3 de Kino. Il y a une vidéo dans ces archives que je trouve fascinante. Wyoming Vacation 1978. Un film d'1 heure, complètement silencieux et composé principalement de plans de route depuis un pare-brise. Par-ci par-là, on va pouvoir entreapercevoir la fille de la famille ou le chien, mais la personne qui tient la caméra a tenu à surtout concentrer son film sur chaque route, chaque rivière, comme pour mieux pouvoir se replonger à la première personne dans ce voyage une fois de retour dans son quotidien. Fixer sur la pellicule son propre regard, pour essayer de tromper le sien plus tard, à croire qu'on est de retour sur les grandes étendues sans fin du Midwest américain. Exactement le même principe que la VR, mais avec 50 ans d'avance. Il y en a un autre, où un enfant s'est amusé à faire une sorte de pré-Toy Story, en animant ses jouets devenus vivants durant son sommeil. Un film qui, comme tant d'autres, nous arrive ravagé par le temps. Un temps qui semble sublimer même la pellicule. Et le petit film amateur avec des dominos qui bougent devient subitement une sorte de film expérimental dont l'étrangeté nous saute au visage. J'aime vraiment ces défauts des premières caméras et ces dégâts que les films ont subis. J'aime ce côté saccadé des images, du fait que les caméras filment à 20 images par seconde au lieu de 24 et qui accélèrent absolument tous les mouvements. J'aime le silence absolu de ces tranches de vie qui nous font imaginer les cris, les rires, les conversations, les sourires, qui nous font déchiffrer les lèvres. Ils renforcent tous ce côté hors du temps. Et il y en a un autre où des amis filment leurs premières vacances en France. Et on reconnaît aisément le pont d'Avignon et le pont du Gard, qui semblent pourtant prendre une toute nouvelle dimension. Une taille, un âge extraordinaire pour ces inconnus venus du bout du monde. Le choc qui les étreint transpire dans la pellicule. Et on voit défiler les noms de villes, les panneaux redevenus cryptiques même pour nous qui parlons français,
et qui prennent un exotisme dingue. Comme si la caméra cherchait à comprendre ce pays à moitié connu pour ramener un fragment à la maison et le montrer aux amis, comme une sorte de preuve archéologique. Vous voyez, c'est pas des conneries, c'est pas que dans les films. Ça existe, je l'ai vu. On les voit aussi passer au cimetière américain de Normandie et s'arrêter pour filmer longuement une tombe. Peut-être un ami, un cousin, un neveu, une personne sûrement extrêmement importante pour eux qui est restée reposée loin, très loin de chez eux. Et la caméra se fait comme un hommage, comme une sorte de rapatriement du corps auprès des siens. Et il y en a des dizaines, des centaines d'autres. Il y en a avec des enfants qui jouent au ballon sur la plage et qui crient de joie dans les dunes. D'autres, des matins de Noël où on déballe frénétiquement les cadeaux. D'autres, où des amis fêtent l'arrivée de l'été en buvant et en fumant dans leur jardin. Des voyages, des anniversaires, des mariages, des rentrées des classes, des festivals, des foires, des dîners, des jeux d'enfants. Des moments tellement banals, tellement anodins, qu'il faut les fixer sur la pellicule pour pas les laisser s'envoler et se diluer dans la vie de tous les autres. De toutes ces personnes qui vont vivre la même chose au même moment ou presque. On les fixe pour pouvoir les sortir si un jour on a un doute, si on se souvient plus si on est allé au ski avant ou après que le petit dernier soit né, si c'était bien avec Mathilde qu'on est allé à la plage cet été-là. Toute une vie qui tourbillonne dans un quotidien qui file tout droit, et ces vidéos qui sont là pour lui redonner sa profondeur. Au moment où les semaines, les mois, les années s'accélèrent et nous filent entre les doigts, elles viennent nous permettre de dire « oui, j'étais là, ouais, j'ai vécu ça, oui, j'ai fait ça ». Hier, les Grecs, les Incas, les Babyloniens construisaient des monuments collectifs pour marquer, laisser une trace dans ce temps qui file. Mais aujourd'hui, chacun a dans sa poche de quoi capturer un moment, un flottement pour le revoir, et avec lui se rappeler de qui on a été, de ce qu'on a pu désirer, penser, ressentir. Une trace extrêmement fragile, sur un bout de disque dur ou sur un morceau de VHS dont le format n'est plus lisible par aucune machine moderne. Alors on s'y attache d'autant plus fort. Et le temps leur donne une nouvelle dimension. C'est pas vraiment qu'on oublie ces moments et que ces films nous serviraient d'aide-mémoire. Non. Ils viennent plutôt éclairer les creux, le temps passé. Ils viennent redonner du sens à ces instants. Rappelez-vous, en filmant, on ne fait pas que capter passivement ce qui se passe. On cadre. On choisit de montrer un moment, un angle, une personne, un paysage, même à notre petit niveau amateur. Loin d'être des preuves objectives, ces vidéos deviennent des échos de ce qui nous paraissait important à cet instant-là. Elles nous dévoilent cette intimité-là, ce besoin de marquer ces événements, de hurler qu'ils ont eu lieu et qu'ils ont compté, aussi banal soit-il. Elles sont hantées par ces émotions si intensément humaines, cette rage face à l'oubli et à son regard noir et vide auquel on oppose celui de notre caméra. Ces rires, ces pleurs, ces moments arrachés à une vie qui va tellement vite. J'ai tendance à croire que ce qui peut nous arriver de plus beau, de meilleur, de plus fort dans notre vie, ce sont pas les choses extraordinaires. Les histoires dingues qui nous arrivent, qu'on raconte tant de fois qu'elles finissent par être rodées et à même plus nous sembler vraies. Non, ce sont les autres, les choses ordinaires, mais qui sont si difficiles à raconter et à mettre en place, à ordonner. Ces choses qui arrivent à tout le monde, et qui du coup finissent par perdre toute tension dramatique, qui tantôt font gentiment sourire nos amis, tantôt leur font rouler des yeux d'ennui anticipés. Ces premiers baisers, ces ruptures, ces doutes professionnels, ces embrouilles avec les enfants, ces galères avec les travaux de la maison, ces vacances à la mer, ces Noëls chez la belle famille, ces moments dont on a parfois du mal à saisir l'importance diffuse, mais qu'on va chercher à capter quand même, à sauver du flot pour les remettre bien à l'abri en nous, en sachant qu'ils se révéleront dans toute leur intensité plus tard, quand il faudra. Et de la même manière, je trouve que ce que le cinéma a de plus beau et de plus touchant à nous offrir, ce sont ces moments-là, dans leur simplicité et leur intensité. Ce sont pas les grands drames virevoltants qui nous parlent le plus, ni les thrillers grandiloquents, ni les films d'action épiques, ou encore moins les rom-coms sur rail. Raconter des grandes histoires, au fond, c'est facile. Ce sont des films comme A Marriage Story, qui suit la banale fin de vie commune d'un couple qui ne comprend pas comment on a pu passer d'un amour si fort et si intense à cette colère, à cette haine et cette douleur. Des films comme Voyage à Tokyo de Ozu, qui nous dépeint le décalage d'un couple âgé dans une capitale nippone ultra-moderne. Des films comme L'Auberge espagnole, qui narrent la vie d'étudiants sans autre enjeu narratif que ceux auxquels font face tous les jeunes. L'amour, la thune, les doutes. Raconte. Mais moi, je suis resté un an là-bas.
Des films comme Licorice Pizza, qui semblent ne rien raconter et justement nous bouleversent par surprise. Et bon, ok, laissez-moi revenir sur ce que j'ai dit. Raconter des grandes histoires, au fond, c'est facile. Bien sûr que les films à grande histoire peuvent nous parler de la banalité. En fait, d'ailleurs, ils le font tout le temps, mais de manière plus subtile. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Comme Coco, qui derrière son souffle chatoyant nous parle avec une douceur infinie du deuil. Ou Toy Story, qui nous prend par surprise lorsqu'on le revoit passer 20 ans et qui nous hameçonne pile là où notre enfance semble avoir disparu. Ou même pour parler série, The Leftovers, qui délaisse bien vite son intrigue pour nous parler surtout de notre frustration bien humaine face à notre impuissance à empêcher certaines choses. Ces moments, ces instants qui nous fauchent et nous retournent, à nu, qui nous dévoilent parfois plus qu'on ne l'aurait souhaité. Mais c'est qu'en se dévoilant qu'on peut vraiment se comprendre, soi et les autres. Comme dans Mommy et sa fausse fin où Diane imagine un futur radieux à Steve, un diplôme, des études, un mariage qui vient ponctuer de toute sa lumière ce film dur et étriqué. Un futur qui a déjà un goût doux amer, un goût de passé, puisqu'il est déjà trop tard pour qu'il existe. Et d'ailleurs, comment est-ce que Xavier Dolan nous embarque dans ces moments-là ? En transformant graduellement la séquence en film amateur, en film de famille, avec ses erreurs de focale, de cadrage, de raccord. Et je parle même pas de l'intro de là-haut, parce que ça commence à faire beaucoup de Pixar. Ces vidéos amateurs, aussi maladroites, aussi abîmées qu'elles puissent être, nous rapprochent. Elles nous montrent que nous vivons tous des vies banales, sur ce même petit caillou balancé sans raison dans le vide intersidéral. Et face à ce vide de sens, plutôt que de partir bille en tête en quête de l'extraordinaire qu'on ne trouvera jamais, il nous montre qu'il y a une autre voie, qu'on peut trouver de la douceur, de la beauté, de la plénitude, à partager notre existence, simplement, avec les autres. Et je voudrais finir sur un aspect de ces films qui me fascine particulièrement. C'est le fait qu'on ne verra jamais les personnes qui filment, qu'on ne saura rien d'elles, à part peut-être en lisant la réaction de leur sujet qui rit, s'énerve, sourit, fuit la caméra. Il y a quelque chose de déchirant à savoir que ces personnes, pour fixer ces moments, pour fixer leurs proches sur la pellicule, se sont sacrifiées, se sont effacées d'elles-mêmes, en retrait, dans l'oubli. C'est peut-être ça, au fond, le rôle doux amer des artistes. Tout le temps perdu ne se rattrape plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu différente des autres kinos, j'en ai bien conscience. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, et vous aura peut-être parlé ou touché. En tout cas, je serais curieux d'avoir votre propre expérience par rapport aux films de famille que vous avez pu retrouver ou filmer vous-même, et ça me ferait très plaisir de lire tout ça en commentaire. Ça a été en tout cas un plaisir de travailler là-dessus, avec de magnifiques trouvailles et quelques larmes versées, et on va pas se mentir. Et d'ailleurs, si vous souhaitez jeter un œil à ces vidéos, le lien vers les archives est dans la description. En attendant, si vous voulez aider Kino à faire face à l'oubli et au tréfonds de l'algo, vous pouvez par exemple vous abonner, liker, voire carrément partager la vidéo. Ça ce serait vraiment ouf. Et on arrive à la fin, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses choses banales, et à vous dire à plus dans le bus.